Nous introduisons donc maintenant des nouvelles sources de revenus pour les agents économiques et puis des nouvelles taxes pour les administrations publiques. Alors quels sont les objectifs et le contenu de cette nouvelle vidéo ? Il s'agit en fait donc d'introduire des nouvelles sources de revenus et des nouvelles taxes sur les agents. Donc des nouvelles sources de revenus, par exemple des transferts d'économie, de travailleurs ayant émigré à l'étranger vers les ménages locaux, des transferts de l'État aux ménages, des transferts du reste du monde à l'État, par exemple de l'aide internationale, et puis donc des nouvelles taxes, taxes sur la valeur ajoutée et taxes à l'exportation. Alors cette liste est extensible, donc vous pourrez ajouter des sources de revenus et des taxes ou des subventions qui apparaissent dans les comptes nationaux du pays que vous allez étudier plus tard. Par exemple des flux sortants de transferts d'économie, au lieu d'avoir des flux seulement entrants, ou des transferts de l'État au reste du monde, ou encore vous pourrez introduire des subventions à la production, ou des taxes à la production, des subventions à la consommation intermédiaire, etc., etc. Évidemment, nous devons introduire une nouvelle matrice de comptabilité sociale, et on finira donc par l'énoncé d'un exercice. Nous introduisons donc une nouvelle source de revenus, les remittances, comme les Anglais les appellent, ou transferts internationaux d'économies de travailleurs ayant émigré ou envoi de fonds à l'étranger. Ces transferts sont introduits comme un paramètre. Il s'agit donc d'une variable exogène que le modélisateur peut modifier à l'extérieur du modèle. Le revenu national étant défini comme les rémunérations des facteurs de production en incluant les revenus issus de l'étranger, donc l'équation de formation du revenu national devient INC est égal à WLS, les revenus du travail, plus RKS, les revenus du capital, plus ces envois de fonds venant du reste du monde aux ménages. À noter qu'on multiplie ces transferts d'économie par le taux de change puisque ce paramètre est en monnaie étrangère. Il faut introduire aussi ces transferts au niveau de la balance extérieure. Et donc je vais à ce niveau-là faire une distinction entre balance des biens et services, appelée dans notre modèle précédent trade sold, et la balance courante. La balance commerciale enregistre les opérations sur marchandises, donc les exportations et les importations de biens. La balance des biens et services enregistre les opérations sur biens et services, donc les exportations et les importations de biens et services. Et puis la balance courante enregistre les opérations sur biens et services et les mouvements de revenus, donc les revenus du travail, les revenus du capital, entre les résidents et les non-résidents, et donc les transferts d'économie. Le point important, c'est que l'équilibre macroéconomique inclut la balance courante et non la balance des biens et services. Donc il va falloir effectivement modifier aussi cet équilibre macroéconomique. On crée donc une nouvelle variable endogène que j'appelle CUR_ACC pour Current Account. Et on crée donc une nouvelle équation qui est l'équation de détermination du solde courant. Donc ce solde courant, CUR_ACC, est égal au solde commercial plus donc ces envois de fonds du reste du monde aux ménages qui en fait s'ajoutent à la balance des biens et services puisque cela agit comme une exportation de biens et services. Cela donne lieu en effet à une entrée de devises. Évidemment, il faut aussi modifier l'équilibre macroéconomique. Et donc à ce titre, on a en fait un nouvel équilibre macroéconomique où à la place de trade sold, on a CUR_ACC, c'est-à-dire le solde courant. Nous introduisons donc aussi comme nouvelle source de revenus les transferts de l'État aux ménages. Donc c'est un nouveau paramètre appelé trans_G_HH pour transfert du gouvernement vers les ménages, HH pour households. C'est en fait aussi une variable exogène. Cette variable rentre dans l'équation de revenu disponible, qui sera donc maintenant revenu disponible égale revenu, INC, diminué de l'impôt direct payé par les ménages à l'État, mais augmenté de ces transferts. En effet, la différence entre revenu et revenu disponible est la prise en compte des impôts sur le revenu, mais aussi la prise en compte des transferts de l'État. Cela affectait bien évidemment le budget de l'État, avec une nouvelle équation décrivant le budget de l'État. Et cette équation devient donc solde public égale impôt sur le revenu, plus taxes indirectes sur la consommation, plus droits de douane, moins consommation publique, moins transfert de l'État aux ménages.
Nous introduisons donc aussi comme nouvelle source de revenus les transferts du reste du monde à l'État. C'est un nouveau paramètre appelé trans_rm_g, et c'est bien évidemment aussi une variable exogène. Donc son impact sur le budget de l'État est décrit par cette équation, où en fait ce nouveau paramètre est multiplié par le taux de change, car une modification du taux de change modifie la contrepartie en monnaie nationale de ce transfert. Et donc on a cette équation qui signifie solde public égale transfert du reste du monde à l'État, plus impôt sur le revenu, plus taxe indirecte sur la consommation, plus droits de douane, moins consommation publique, moins transfert de l'État aux ménages. Évidemment, cela affecte aussi la balance courante. Comme c'est une entrée de devise, je l'additionne au reste de la balance. Et donc on aura cette nouvelle définition du montant courant qui est montant courant égale solde commercial plus envoi de fonds de travailleurs ayant émigré à l'étranger vers les ménages, plus transfert du reste du monde vers le gouvernement. On introduit aussi de nouvelles taxes, donc notamment une taxe sur la valeur ajoutée, modélisée ici comme une véritable taxe sur la valeur ajoutée et non comme une taxe à la consommation. On crée en fait un nouveau paramètre, TVA dans le secteur I, qui est le taux de la taxe et qui est une variable exogène. Cela implique qu'il y a maintenant une différence entre le coût d'une unité de travail ou de capital pour l'entreprise et ce que reçoit le travailleur ou le propriétaire de cette unité de capital. Donc par exemple, dans l'équation alpha fois PVA fois VA est égal à R fois KD fois 1 plus TVA, on voit que d'une part, alpha fois PVA fois VA est le coût du capital pour les entreprises au niveau macroéconomique, et RKD est ce que reçoivent les propriétaires de ce capital, et il y a donc un écart qui est la taxation de la valeur ajoutée. Évidemment, cela a un impact sur le budget de l'État, qui devient solde public égale transfert du reste du monde à l'État, plus impôt direct, plus taxe indirecte sur la consommation, plus recettes douanières sur les importations, plus taxation de la valeur ajoutée, moins consommation publique, moins transfert de l'État aux ménages. Concernant le calibrage, je n'en ai pas parlé pour les 3 paramètres précédents. En fait, il n'y avait aucune difficulté, car pour calibrer les 3 paramètres précédents, ils sont identifiés en niveau dans une cellule spécifique de la matrice de comptabilité sociale, donc il suffit juste de rentrer la valeur de cette cellule dans les paramètres qu'on a déclarés. Pour la TVA, c'est un petit peu plus compliqué. On a le montant total collecté et ce montant est combiné en fait avec les autres taxes sur vente dans la cellule des colonnes production de biens et services, agriculture, industrie et services à la ligne administration publique. Je rappelle que le montant des recettes douanières sur importation était déjà inclus dans ce montant. Donc lors du calibrage, on doit déclarer le montant collecté de taxes à la valeur ajoutée. Donc on crée par exemple un paramètre TVA col dans le secteur I, qui est donc la collecte initiale de TVA dans chaque secteur, 50 pour l'agriculture, 140 pour l'industrie, 90 pour les services. Et puis à partir de cela, on peut calculer les taux de taxes à la valeur ajoutée par l'écriture de TVA dans le secteur I est égal à PVA 0 dans le secteur I fois VA 0 dans le secteur I divisé par R0 fois KD0 dans le secteur I plus W0 fois LD0 dans le secteur I, donc la valeur ajoutée totale dans ce secteur initial, moins 1, et on a donc le taux de taxe à la valeur ajoutée. Pour les taxes à l'exportation, il faut déclarer un nouveau paramètre que j'appelle TE dans le secteur I, qui est le taux en pourcentage de la taxe à l'exportation et qui est une nouvelle variable exogène. Cette taxe intervient dans l'équation reliant prix local des exportations et prix mondial des exportations, cette équation étant Px dans le secteur I fois 1 plus TE dans le secteur I doit être égal à E fois PWX dans le secteur I. Je rappelle qu'une taxe à l'exportation crée un écart entre prix local et prix mondial, de telle sorte que le prix local des exportations est inférieur au prix mondial, la différence permettant de payer justement la taxe. Cela a bien évidemment un impact sur le budget de l'État, et l'équation du budget de l'État devient donc solde public égale transfert du reste du monde à l'État, plus impôt direct, plus taxe indirecte sur la consommation, plus recettes douanières sur les importations, plus recettes douanières sur les exportations, plus taxation de la valeur ajoutée, moins consommation publique, moins transfert de l'État aux ménages. Il faut là aussi déclarer le montant collecté à partir des taxes à l'exportation.
Donc on crée là aussi un paramètre qui est la collecte initiale de taxes à l'exportation dans chaque secteur, 15 dans l'agriculture, 45 dans l'industrie, 0 dans les services. Cela permet de calculer le taux de la taxe à l'exportation par l'écriture de TE dans le secteur I égale le montant de cette collecte dans le secteur I divisé par PX0I fois X0I, et on aura ainsi le taux de la taxe à l'exportation. Concernant la nouvelle matrice de comptabilité sociale, on remarque plusieurs points. Premièrement, les transferts du reste du monde aux ménages, c'est-à-dire les transferts d'économie des travailleurs émigrés à l'étranger et à l'État, sont dans la colonne reste du monde, dans les lignes ménages et administration publique. Deuxièmement, le transfert de l'État aux ménages est dans la colonne administration publique à la ligne ménage. Troisièmement, dans les colonnes production de biens et services, agriculture, industrie, services, à la ligne administration publique, les montants collectés par l'État sur la taxe à la valeur ajoutée et sur les taxes à l'exportation sont ajoutés aux taxes indirectes sur la consommation et aux recettes douanières sur importation. Et puis quatrièmement, on vérifiera que le total de chaque ligne est évidemment égal au total de chaque colonne correspondante. La liste donc des nouvelles sources de revenus pour les agents économiques et des nouvelles sources de taxes et de subventions est évidemment extensible ou compressible. Il faut bien évidemment l'adapter à l'économie que le modélisateur étudie. Donc ce sera à vous d'adapter ceci à l'économie que vous allez étudier à la fin de ce curriculum. On peut ajouter des subventions à la production, des subventions à la consommation intermédiaire, des subventions à l'achat de biens de capital, de nouvelles formes de transfert depuis l'État vers les entreprises, depuis le reste du monde vers les entreprises, etc., etc. Je vous demande en tout cas de réaliser à partir de ce que nous avons fait ici l'exercice suivant. Donc vous avez le modèle GAMS qui est disponible sur la plateforme. Il a pour nom C2M2P2FR étudiant.gams. Et je vous demande de comparer deux chocs, une augmentation de 100 des transferts d'économie du reste du monde aux ménages et une augmentation de 100 des transferts de l'État aux ménages. Je voudrais que vous regardiez l'impact sur la production et expliquiez les canaux de transmission de ce choc vers la production. Évidemment, il faut tenir compte des hypothèses concernant le solde public et le solde courant.